salle de Ravel se tiendra la conférence animée par Émilie Schlumberger, neuropédiatre, que nous avons eu déjà en première journée. Elle nous parlera donc des compétences parentales pour aider les enfants avec des troubles d'apprentissage dans cette même salle. Dans les salles... Alors, vous n'hésitez pas à peut-être avancer un peu ou vous regrouper, je ne sais pas. Si vous voulez, on se demande régulièrement, quand on arrive à la consultation d'un centre référent et avec une difficulté importante, j'entends souvent des parents qui disent « Docteur, où allons-nous » Quel est le chemin qui nous attend? On a déjà été dans une difficulté qui dure depuis un moment, c'est la traversée du désert. Est-ce que vous avez des conseils? Qu'est-ce que nous, en tant que parents, on peut faire? On a peut-être déjà un diagnostic, on a peut-être déjà des rééducations. Qu'est-ce qu'on peut faire? En réfléchissant à l'expérience de ces dernières années, 3 éléments me sont venus à l'esprit, mais ensuite vous aurez aussi vos questions et je pense que c'est ce qui sera intéressant. Un point de réflexion, c'est sur la connaissance qu'on a de ce qui peut vraiment impacter la vie d'un enfant dans les événements négatifs et les événements positifs. Ce sera ma première diapo. Ensuite, un point sur ce qu'on a appelé les compétences psychosociales. Vous allez voir, ce sont des éléments que vous connaissez. Et puis, un point sur le bon sens et en fait la connaissance des apprentissages. Alors, j'ai été très intéressée par la lecture d'un article récent sur ce qu'on appelle les événements positifs de la vie de l'enfant. D'où vient-il? Il vient de cette connaissance qui a été développée, je dirais, ces 30 dernières années, sur les Adverse Childhood Experiences. On connaît les événements adverses. On sait que les violences domestiques, l'abandon, les abus, les maladies mentales parentales, la négligence, ce sont des événements traumatisants qui, la prison, l'addiction dans la famille, ils ont un impact sur l'avenir des enfants, leur comportement, leur santé, et c'est du domaine de la santé publique et du domaine de la politique d'en faire un objet de prévention. C'est arrêté. Je crois que, je sais pas, oui, merci. Donc il est nécessaire de prévenir cela. Bon, jusque-là, pas de questions. Sauf que le travail de santé publique chiffre chez les adultes qui ont été enfants soumis à de telles circonstances adverses, chiffre dans quel domaine la santé est moindre, où est-ce qu'il serait important d'agir, de quelle façon on pourra le faire de la façon la plus raisonnable et efficace. Mais cette année, il y a eu un article très intéressant. Vous voyez, Pédiatrique, c'est une bonne revue qui informe sur des nouveautés, sur ce qu'on a appelé donc les événements expériences positives de l'enfance. Et ils se sont demandé quelles sont les expériences positives de l'enfance qui sont susceptibles d'apporter un effet qui fortifie la santé, qui prévient les difficultés, qui diminue le poids de la difficulté à l'âge adulte, qui sont associés à un moindre risque de trouble mental ou physique. Ils ont fait
un très bon travail, parce que dans ces questions-là, la méthodologie est indispensable. Il faut faire des recueils de population qui soient réellement représentatifs de la population générale. Il faut construire des échelles. Il faut faire passer ces échelles, recueillir la statistique. Et on peut se demander quelles sont ces expériences positives qui marquent le plus et qui soutiennent le plus le développement d'un enfant. Et il m'a semblé que la connaissance de ces choses-là était intéressante pour un public de parents qui sont soucieux de l'avenir de leurs enfants, qui sont touchés par des troubles d'apprentissage. Et que vous pouvez vous demander, peut-être, qu'est-ce qui est l'expérience positive qui va pouvoir être utile. Est-ce que, en posant ces questions, vous avez des idées, des hypothèses, des réponses qui vous viennent à l'esprit, des choses que vous auriez envie de qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit? Moi, j'avoue qu'en lisant le titre, je me demandais qu'est-ce qui va pouvoir être mesuré, qui soit le plus intéressant. Vous avez une idée, monsieur? Alors, là, il s'agit, cette étude, elle a été faite sur des adultes tout venant. On leur a demandé qu'elles avaient, sur plusieurs dizaines de milliers de personnes, et quelles étaient leurs... on a essayé de construire une échelle de points d'appui dans l'enfance, et on leur a demandé, on a vu lesquels étaient associés à une meilleure santé à l'âge adulte. Jouer en plein air. Oui, des choses qui peuvent être effectivement favorisées. L'estime de soi. Plus que les notes à l'école. Alors, oui. Un réseau de relations. Donc, on va vers ça. On va vers ça. Alors, donc là, je vous parle donc de personnes d'une échelle qui a été construite pour voir à l'âge adulte quels étaient les facteurs favorisants. Donc, c'est ce qu'ils ont publié. Donc, on a ici à gauche les catégories qui ont été relevées comme étant les plus déterminantes. Ensuite, la façon dont les questions étaient posées. Et ensuite, on peut répondre à ces questions, enfin les items, la façon dont on devait répondre à ces questions. Et en bleu, vous avez les options qui ont été considérées comme étant une réponse positive. Alors, il y a 6 items, si je me souviens bien, oui, 6, qui sont vraiment importants. Le premier, c'était la capacité à se confier à ses parents. Et on posait la question, avant l'âge de 17 ans, dans quelle mesure pouvez-vous vous confier à votre mère à propos de choses qui vous préoccupaient ou qui vous dérangeaient? Et puis pour que ça tienne, il y avait la même question à votre père. Donc, j'ai beaucoup réduit, mais voilà, c'était votre mère ou la personne qui s'occupait de vous. Voilà. Et c'était considéré comme positif si on disait beaucoup ou un peu. Capacité à se confier à ses parents, différent de les parents comprenaient leurs problèmes.
Avant l'âge de 17 ans, comment votre mère comprenait vos problèmes et inquiétudes? Beaucoup, un peu, ou très peu, pas du tout. Idem, avant l'âge de 17 ans, comment votre père comprenait vos problèmes et inquiétudes. Tout ça, ça a été, c'était fait dûment. Là, j'ai résumé. C'est important pour le travail statistique des réponses. Relation positive avec les parents. On en est à la à la moitié du questionnaire. En fait, c'est directement sur la relation avec les parents. Avant l'âge de 17 ans, comment évaluez-vous votre relation avec votre mère? Excellent, très bon ou bien, moyen, médiocre. Et idem avec votre père. Ensuite, heureux à l'école. Lorsque vous aviez entre 6 et 12 ans, à quelle fréquence vous sentiez-vous heureux à l'école? C'est beaucoup, c'est parfois, ou c'est rarement et jamais. Idem, donc entre 6 et 12 ans, et ensuite entre 13 et 16 ans. On sait qu'il y a des enfants, nous, de notre côté, sur les troubles d'apprentissage, on sait qu'il y a des enfants qui sont assez malheureux entre 6 et 13 ans, et qui ensuite peuvent s'épanouir, et il y en a aussi qui sont assez malheureux, qui sont assez heureux dans le primaire, et puis qui ensuite peuvent s'épanouir dans le secondaire. Ensuite, l'importance du groupe d'amis. À l'aise dans un groupe d'amis. Entre 6 et 12 ans, combien de fois avez-vous eu un groupe d'amis avec lequel vous vous sentez à l'aise pour passer du temps? Donc, passer du temps, être à l'aise dans un groupe d'amis, ça rejoint une partie de ce que vous disiez, la confiance en soi, sans doute. Et puis, entre 13 et 17 ans, est-ce que c'était souvent ou parfois, pas très souvent, jamais? Et puis, le soutien du voisinage, qui, je pense, ça peut être différent selon les ambiances dans lesquelles les enfants ont grandi. Pensez au quartier dans lequel vous avez vécu. Lorsque vous aviez entre 6 et 12 ans, dans quelle mesure l'affirmation concernant ce quartier est-elle vraie? Mes voisins étaient prêts à s'entraider les uns les autres. Entre 6 et 12 et entre 13 et 16. Et c'était soit très vrai, soit plutôt vrai ou pas vrai. Et c'était très vrai qui était le facteur le plus protecteur. Plus on a de réponses dans les items positifs bleus de là, statistiquement, plus la santé perçue à l'âge adulte et le nombre de pathologies, qu'elles soient physiques ou mentales, était faible. Donc, cette étude m'a fait réfléchir en préparant cette intervention d'aujourd'hui, parce que je me disais, les parents qui ont un enfant qui a des difficultés importantes s'inquiètent beaucoup sur est-ce qu'il trouvera du travail, on dit est-ce qu'il a des bonnes notes, il n'a pas des bonnes notes. Est-ce qu'il va trouver du travail? Est-ce qu'il va être heureux dans la vie? Et être heureux dans la vie, il y a beaucoup de facteurs qui ne sont pas directement, bien sûr, l'évaluation scolaire, mais qui démarrent à l'école dans le sens où on cherche à faire en sorte que cet enfant puisse passer des moments heureux à l'école, se faire un groupe d'amis, développer un soutien et pouvoir discuter avec ses parents, être écouté, pouvoir exprimer ses difficultés et être soutenu. Donc voilà, c'était une étude qui m'a semblé intéressante sur les compétences des parents, des enfants qui ont des difficultés. Ensuite, un des éléments qui sont discutés pour être développés dans l'éducation nationale, ce sont les compétences psychosociales. On appelle compétences psychosociales la capacité d'une personne à faire face aux exigences et aux difficultés de la vie quotidienne.
Et les compétences pour faire face aux exigences et aux défis de la vie quotidienne, c'est beaucoup plus large que la réussite scolaire. Elles sont résumées ici. Et puis, ça n'est qu'une façon d'expliquer. Enfin, ça n'est qu'une façon de catégoriser. Hein, mais c'est intéressant. Il y en a une partie qui est cognitive, une partie qui est émotionnelle et une partie qui est sociale. On peut le présenter comme ça. Évidemment, ça a pour le fait d'essayer d'aider les enfants à développer des compétences psychosociales, eh bien, ça a pour objectif d'améliorer les relations à soi et aux autres, et c'est un facteur clé de la santé, du bien-être et de la réussite éducative et sociale. Donc ça, j'ai mis le lien, c'est Santé publique France, compétences psychosociales. On est dans des objectifs de santé publique. Alors, les compétences cognitives, la conscience de soi, la maîtrise de soi et les décisions constructives. La conscience de soi, c'est le connais-toi toi-même, c'est être déjà chez soi. C'est valable pour les enfants, c'est valable pour les adultes et pour les parents aussi. Tout à l'heure, M. Glazel disait l'enseignant doit pouvoir décrire l'enfant, se demander comment il fonctionne, voir les parents, leur demander est-ce que c'est la même chose à la maison. Et j'avoue que comme neuropédiatre, ça fait des années que lorsqu'une consultation commence et que les parents me disent « nous, on a observé ça et on a observé ça », ça me rassure terriblement par rapport à des parents qui disent « on nous a dit qu'il avait ça ». Décrire les difficultés qu'on observe, décrire les compétences qu'on observe. Ce sont, à mon avis, les meilleurs moyens d'être en phase avec l'enseignant qui est devant votre enfant et qui doit faire avec les difficultés et avec les compétences. Essayez de les décrire, de les observer. Observez ce qui l'aide, observez ce qui lui est difficile. Sans jugement. On a parlé hier pas mal de cette bienveillance, mais en fait, quand un enfant n'écoute pas, on dit il est flemmard ou il est fatigué. Quand il ne fait pas, on dit il n'a pas envie. Quelquefois c'est vrai, l'enfant est fatigué et quelquefois il n'a pas envie. Mais les enfants comme nous n'ont pas envie de faire des choses qu'ils font mal. Donc, simplement, laissons de côté le jugement et observons ce qu'il fait bien, ce qu'il fait avec difficulté, ce qui lui demande beaucoup d'efforts, ce qui lui demande moins d'efforts. En fait, vers quoi il est attiré. Qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qu'il fait bien. Ça nous aide beaucoup, enfin nous les professionnels, ça nous aide beaucoup. Je crois que les parents, ça les recentre aussi sur les compétences de l'enfant. Hervé disait tout à l'heure, le verre est à moitié plein ou il est à moitié vide, mais il est à moitié plein. Il y a toute une série de compétences qu'il faut savoir décrire. Ça va énormément aider à prendre les bonnes décisions et à s'appuyer sur ce qui est solide chez cet enfant. Alors, les compétences émotionnelles, c'est la conscience de ses émotions, le stress, la régulation des émotions et la gestion du stress. Alors, on parle de ces compétences émotionnelles pour les enfants, mais moi, ça m'intéresse pour les parents.
Je trouve qu'il n'est pas facile d'entendre que son enfant a une difficulté et que même où il a un trouble, il y a une espèce de deuil à faire qui est difficile. Mais énoncer cette difficulté, à mon avis, c'est faux si on n'énonce pas aussi les compétences. Il faut parler des compétences et des difficultés. Et les parents ont tout un travail à faire eux-mêmes sur leurs compétences émotionnelles, la conscience de leurs émotions. Et avoir conscience de ces émotions, ça aide à tenir bon dans la durée, sans agressivité vis-à-vis des enseignants ou de l'enfant. C'est indispensable. Quelquefois, on entend des parents qui arrivent à la consultation et qui disent vous voyez, ça fait 1 an qu'il fait de l'orthophonie, ça ne sert à rien. L'enfant est là, il entend la même chose il entend ce que disent les parents. Et en fait, il entend ça ne sert à rien. Et il pense, mais j'y vais depuis 1 an, ça ne sert à rien. Tu crois que je vais y aller mercredi prochain? Ça, tu peux toujours courir. Voilà. J'ai mis cette photo, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est quand les émotions sont là, les reconnaître, pouvoir en parler. Je crois qu'il y a une différence entre les femmes et les hommes dans la gestion des émotions, en tout cas une tendance à une différence, et reconnaître des émotions, pouvoir les évoquer, les partager, pouvoir pouvoir dire que c'est difficile, pouvoir en être conscient. Hier, Madame Siofakin disait que ces enfants qui ont un haut potentiel, ils ont besoin qu'on leur dise de quoi as-tu besoin, qu'on soit conscient, ils ont besoin qu'on soit conscient qu'ils sont en difficulté. À partir du moment où ils sont reconnus dans leurs besoins, ça va déjà beaucoup mieux. Voilà, on est là aussi, conscient de ses émotions. Et très souvent, les parents pensent qu'il faut gérer le stress. Avant de gérer le stress, il faut en avoir conscience, pouvoir éventuellement, pouvoir en parler, savoir comment le réguler, et ensuite on arrivera à faire avec. Mais gérer le stress en mettant un couvercle dessus, ça n'a jamais fonctionné. Les compétences sociales, la communication, des relations constructives pour arriver à résoudre les difficultés. C'est ce qu'on veut former, qu'on veut aider les enfants à développer, mais les parents aussi. Je suis toujours frappée, je le signale aux internes qui travaillent avec nous, je leur dis, regarde, dans les 6 enfants qu'on a vus cet après-midi, certains parents ont su trouver des alliés autour d'eux, reconnaître les personnes qui sont le plus à l'écoute, ils savent faire du lien, et leur façon d'être facilite la collaboration. Ils facilitent la collaboration, et d'autres ont beaucoup plus de mal, et je pense que c'est à nous de les aider. On peut se demander, est-ce que je facilite la collaboration autour de moi? Parfois, ça commence dans le couple. Certaines mamans disent, qui sont venues seules à la consultation, disent ne mentionne jamais le papa, et je leur dis, mais et papa, il en pense quoi? Encore faudrait-il qu'il s'y intéresse. C'est possible, mais est-ce qu'on l'a aidé à s'y intéresser? Est-ce qu'il peut venir à la consultation? Est-ce qu'il peut poser ses questions lui aussi? Est-ce qu'il peut être impliqué? Parce que
c'est difficile d'avoir une communication constructive quand on n'a pas eu les éléments soi-même. On est tous en train de dire que reconnaître ces troubles, savoir les situer, savoir s'il s'agit d'une difficulté simplement ou d'un trouble, c'est difficile. C'est difficile pour une maman, c'est difficile pour un papa aussi. Et quelquefois, c'est le contraire. D'ailleurs, quelquefois, c'est le père qui est très impliqué et il considère que madame ne va peut-être pas comprendre ou ne va peut-être pas savoir avancer. Donc, faire des relations, établir des relations constructives avec les enseignants, avec la MDPH, toucher une personne clé, savoir développer ces relations, ça m'a souvent semblé être des compétences que certains parents connaissaient d'une façon formidable. Et vous avez ici la chance d'avoir Nathalie Gros, qui est la présidente de la FF10 dans le colloque. Je pense qu'elle s'y connaît beaucoup en compétences des parents pour nouer ces relations avec des personnes qui sont clés et qui vont être des personnes ressources. Donc, ça, c'était ce que je voulais dire sur les compétences psychosociales. Ensuite, quelquefois, les parents nous disent « mais nous ne voulons pas que notre enfant souffre. Nous ne voulons pas qu'il souffre. Nous souffrons beaucoup de cette difficulté, mais nous ne voulons pas que notre enfant souffre. » Et il se retrouve à vouloir un petit peu mettre l'enfant comme dans une serre. Hein. Nous le protégeons. Alors, quelquefois, on finit la consultation en se disant apprenons-lui aussi à faire alliance, à se dépenser dans des choses où il réussit, à se dépasser dans des choses dans lesquelles il est heureux et il est compétent, et il va apprendre que on fait un effort, et souvent, quand on fait un effort, on peut voir un résultat. Pas toujours. Et l'esprit sportif, c'est ça, c'est difficile, on se dépasse, quelquefois ça marche, quelquefois ça ne marche pas, mais on continue. On peut s'exprimer dans l'art, il y a beaucoup de domaines. Ne nous concentrons pas sur le scolaire quand le scolaire est en difficulté, parce que sinon on étrique les possibilités de développement. Voilà. Et puis, enfin, je voulais arriver à ces schémas des 4 piliers de l'apprentissage qui me semble quelque chose que les parents devraient connaître. C'est une petite représentation graphique d'études divulguées, enfin de vulgarisation par Stanislas Lehen, qui est dans le comité scientifique de l'éducation nationale, et qui fait donc voilà, il y a des textes qui sont intéressants à lire. Si vous voulez avancer dans un apprentissage, dans les apprentissages, il faut de l'attention. Il faut donc c'est pour ça qu'on essaie de varier les orateurs, qu'on essaye de faire des pauses. Parce qu'il faut une alerte et puis de l'orientation vers un sujet particulier. Il faut un contrôle exécutif. L'engagement actif, c'est pour ça que le topo de Hervé Glazel intéresse la salle, parce qu'il arrive à ce que les personnes s'engagent. Et à votre avis, et qu'est-ce que vous en pensez? Et donc dans l'engagement actif, on va refuser la passivité et on va essayer de faire naître la curiosité. On va vouloir approfondir. Et donc, quand on veut qu'un enfant apprenne, il faut l'attention, puis il faut falloir l'engagement actif. Lui faire faire le lien avec ce qu'il connaît déjà. Le retour sur erreur.
voilà, combien de pourcentage vous croyez que nombre d'enfants qui... voilà, alors on va oser faire une erreur ou non, et ensuite on gardera la réponse parce que on vous dira non, c'est pas ça, c'est ça. Donc si on s'est lancé, on gardera plus facilement la réponse. On a un signal d'erreur. Il faut, ce sont des erreurs d'orthographe et non pas des fautes d'orthographe. Donc dédramatiser. Et puis tester pour savoir où on en est. Et puis consolider, utiliser les connaissances pour pouvoir consolider. Donc là, c'est la question de l'automatisation, c'est la double tâche. Une double tâche reste quelque chose qui est pénible. Donc on va essayer de passer du traitement lent conscient au fonctionnement rapide. Et pour consolider, il faut dormir. Pour que notre cerveau accumule des connaissances dans la journée, fait du lien, et il a besoin de dormir pour que j'explique aux enfants, tu sais pourquoi tu dois dormir, parce que dans la journée, tu mets des choses dans la tête, et la nuit, il faut qu'elles aillent se mettre au bon endroit. Et il faut du temps de repos. Et souvent, éviter les écrans et des choses qui peuvent complètement disperser l'attention. Donc, ça, c'était voilà, une image que j'avais envie que vous ayez, surtout que vous vous référiez aux textes qui sont derrière les 4 piliers de l'apprentissage avec le nom de Stanislas Dehaene, parce que ce sont des... on va au-delà de la note, c'est valable dans toutes les matières, et c'est prouvé que c'est intéressant. Donc, voilà, quelques éléments. Je ne sais pas si vous avez des questions, des choses que vous voulez aborder, ou si nous passons à la... Je ne sais pas où est-ce qu'on en est pour le timing. Comme on est en tout petit groupe, n'hésitez pas. Oui. Oui. C'était plus une remarque quant aux premières diapos sur les relations de confiance avec les parents. Je suis directrice d'école primaire, donc je convoque régulièrement des équipes éducatives. Quand on n'est pas dans le déni, donc avec des familles coopératives, je trouve ça assez difficile et délicat de leur faire passer le message entre un accompagnement dont a besoin l'enfant parce qu'il est empêché à un moment d'apprendre comme les autres, et une surparentalité. C'est-à-dire on a parfois certains parents qui veulent tellement compenser ou écouter, tout faire, tout pour leur enfant, pour que surtout on prenne absolument tout en compte, que il y a comme une espèce d'excès inverse qui empêche, je pense, l'enfant de grandir aussi avec ceux qui l'empêchent de grandir comme les autres. Parce qu'un enfant qui porte des lunettes, toute sa vie va devoir porter des lunettes. Dans l'idée, c'est la comparaison que j'essaye de faire avec les parents, de dire mais laissez-le grandir. Les fleurs, ça pousse pas tout droit parfaitement avec pile poil. Et c'est pas en tirant dessus qu'elles poussent plus vite. Et c'est pas en tirant dessus, et c'est pas en s'assurant tout le temps qu'on met le tuteur exactement pour que ce soit. On veut pas des fleurs qui sont toutes droites. On veut qu'elles puissent grandir avec. Et je trouve que c'est parfois difficile d'arriver. Nous, on n'est pas dans les familles. On n'a que le point de vue de l'école. On a des perceptions, on a des observables par rapport, par exemple, aux relations de l'enfant avec ses camarades, avec les adultes. Et d'arriver à guider les parents sans prendre leur place, parce que c'est pas notre rôle. Chacun est... Oui. Je trouve que c'est quelque chose de délicat. Et on est dans un cadre différent du vôtre. Nous, on n'a pas l'étiquette médecin.
On est des professionnels de l'éducation, mais pas forcément... On n'a pas d'argument d'autorité. Oui. Et c'est des choses qui sont assez... C'est une jonglerie assez difficile, je trouve, à mener. Oui, il y a une confiance dans l'enfant qui grandit, que le fait de savoir qu'il va aussi lui-même manifester, montrer ce qui lui est difficile et ce qui lui est facile. Et puis aussi peut-être une perspective sur ce qu'on appelle l'éducation, une perspective peut-être de culture, savoir qu'en fait ça n'est pas en ajustant tout au millimètre près qu'on va aider quelqu'un à se développer. C'est que l'éducation, c'est pas non plus sculpter, c'est accompagner un développement. Et si on n'est pas des ingénieurs qui sommes en train de mettre le programme, on n'est pas en train de déterminer. Il y a une position d'un petit peu de distance et de confiance. Et ça, quelquefois, j'essaye, enfin, je comprends, enfin, je crois que je comprends très bien ce que vous dites. Quelquefois, en écoutant les parents, je leur dis, mais est-ce que vous aviez prévu qu'il allait prendre autant de plaisir à la chorale, ou est-ce que vous aviez prévu que c'est avec tel copain qu'il allait bien s'entendre et que ça... Donc, on prévoit pas tout, on n'organise pas tout, on détermine pas tout. C'est une espèce de vision presque d'ingénieur ou de constructeur. Ça n'est pas plus n'est pas mieux. Mais il y a beaucoup de parents qui le comprennent bien, mais ils ont sans doute besoin aussi d'être rassurés sur le fait que voilà. Mais quelquefois aussi, ils ont été échaudés par des expériences antérieures, ils ont lu des expériences difficiles. Et donc, ils voudraient être rassurés. Et peut-être qu'en leur disant qu'on est concerné par cette question-là, et en l'étant réellement et en étant concernés, ils vont le percevoir aussi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui. Je voudrais savoir s'il y a une posture à avoir en tant que parent quand l'enfant a un comportement très différent entre le milieu, la famille, donc où il y a plus de sécurité, c'est un plus petit espace, où ça se passe bien et où l'enfant est bien, et où à l'école, avec la collectivité, la surstimulation sensorielle, etc., là, il y a plus de problèmes au niveau du comportement et du bien-être de l'enfant, et du coup au niveau de l'apprentissage. Et je me demande en tant que parent ce qu'on peut apporter. Alors bien sûr, on collabore avec l'école, mais voilà, du coup, on a parfaitement conscience des difficultés de notre enfant, mais c'est vrai qu'on n'observe pas forcément la même chose à la maison et à l'école. Mais déjà, pouvoir le dire, voilà, à la maison, on observe ça et ça. Et mis dans ces circonstances-là, cet enfant, il arrive à ça et à ça. Par contre, dans une autre circonstance, il semble que ce soit plus difficile. Est-ce que c'est le cas? Donc, demander à un enseignant, est-ce que c'est le cas? Est-ce que quand il est entouré de bruit, de bazar, est-ce que c'est plus difficile pour lui? Et donc, c'est aussi, je crois, se défaire de... Enfin, c'est pas la faute de l'école s'il y a beaucoup de bazar, s'il y a beaucoup de bruit. C'est la circonstance du grand groupe. Et donc, je crois que dans ces cas-là, il va falloir voir quel est le chemin pour ne pas le laisser dans une
dans une zone de trop facile, pour ne pas hésiter à s'exposer à la difficulté, et en même temps pour ne pas les laisser dans la difficulté, une trop grande difficulté. Donc il y a un chemin de crête toujours, parce qu'à la maison, voilà, on connaît, mais c'est valoriser aussi l'expérience du nouveau, voilà, comme quelqu'un qui sortirait de son sous-marin pour aller en profondeur, et puis de temps en temps qui pourrait revenir dans son sous-marin pour se... On fait tout ça, hein. On a un chez nous, et puis on a un ailleurs, et puis on fait... j'ai pas de réponse comme ça en général, mais je crois déjà que le fait de pouvoir le dire, c'est très très important, hein. Et puis, dans certaines circonstances particulières, pour un enfant qui... je crois qu'il y a des gens qui ont inventé des petits coins dans la classe, ou un truc un peu protégé, un truc un peu... Enfin, ou un casque anti-bruit dans une circonstance où l'enfant est... mais en même temps, le voir de façon très positive, parce que grandir, ça va être de plus en plus aller vers un cadre assez large... bruyant, désorganisé, et donc s'il se sent très insécure, il faut qu'il puisse être un peu accompagné, le voir comme une aventure, un challenge, plutôt que comme un danger. Mais bon, ça c'est des choses générales. Ensuite, en particulier, c'est difficile. Et par rapport à ce que vous dites, on dit que souvent, et nous c'est ce qu'on peut observer, les enfants s'adaptent plus facilement que les adultes. Ou en tout cas, ils n'ont pas peur de se projeter dans la difficulté potentielle d'une adaptation. C'est peut-être plus facile d'apprendre à tolérer ce bruit, cette désorganisation dans la classe qui est un cadre quand même sécurisant parce que contraint, limité, qu'après dans la vie. Je me souviens avant j'enseignais aux États-Unis et de conversations avec des neuropédiatres qui disaient attention, le casque anti-bruit par exemple, surtout pas tout le temps parce que vous n'allez pas aider l'enfant, vous n'allez pas accompagner l'enfant dans son éducation et dans son adaptabilité à la vie réelle, qui ne sera pas avec un casque anti-bruit tout le temps, sauf certains métiers ultra spécialisés, mais il va falloir quand même prendre le métro, le train, l'OKCA, et l'enfant doit apprendre à s'habituer à ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner des conseils généraux. C'est une ligne de crête entre trouver ce qui va lui rendre un peu plus aisé, sans que ce soit trop difficile. C'est l'histoire de ces marches. Il y a des marches ici qui sont plus petites, et puis tout d'un coup, il y en a une qui est très grande. Et c'est celle-ci qui est dangereuse, parce qu'elle peut décourager ou elle peut faire tomber. Et bon, parfois on peut tomber, mais parfois il vaut mieux pas. Oui. Moi, je voulais souligner les injonctions contradictoires entre les parents, l'institution scolaire. C'est assez parfois dur à gérer en tant que professeur ou en tant que parent, parce que voilà, il y a toute une série de contradictions. Parfois, on a des collègues, moi je suis prof, mais plutôt au lycée, qui savent mieux que les autres, où ils sont spécialistes, il y a un diagnostic, et ils disent non, moi je sais comment faire. Après, il y a l'injonction des professionnels et des parents. Donc il y a toute une série d'injonctions parfois contradictoires, et c'est difficile. Et mon expérience m'a montré un petit peu que souvent les élèves, à partir d'un certain âge, il faut les laisser tranquilles, tout en les gérant, mais en leur mettant pas trop une certaine pression, surtout à partir, je pense, de la seconde, première, une fois qu'ils sont déjà... ils ont leur propre stratégie, ils se sont protégés d'eux-mêmes d'une certaine façon. C'est un petit peu l'expérience que je peux avoir. Là, les challenges, c'est effectivement de savoir écouter écouter ce qui se dit, pas prendre pour argent comptant. L'injonction, c'est rarement à suivre à la lettre. Donc, et surtout quand elle est contradictoire, elle rend fou. Donc, voilà, il faut savoir sans doute écouter. Le premier qui est à écouter, c'est l'enfant qui, petit à petit, devrait pouvoir dire, reconnaître, dire ce qui lui est difficile, ce qui lui est trop difficile. Voilà, ça c'est difficile, mais je peux essayer. Ça c'est trop difficile. Et
Donc, bon, il n'y a pas de recette préfabriquée, ni pour eux, ni pour d'autres enfants qui seraient standards, quoi. Parce que comme le standard n'existe pas. Voilà. Merci à tous. Je vous invite à passer prendre une petite pause avant qu'on reprenne la suite dans la salle Dravet avec Madame Isabelle Ducos-Philippi. Donc, un petit break.